Alors, ChatGPT, c'est un chatbot ou un agent conversationnel. Donc, c'est juste un logiciel qui permet de discuter avec un utilisateur. Donc, normalement, on en connaissait bien avant ChatGPT. Il y a Siri sur l'iPhone. Il y a aussi des agents conversationnels ou des chatbots sur des sites commerciaux pour servir d'assistant. Ça marchait plus ou moins. Mais ChatGPT, c'est vraiment différent et ça a vraiment explosé au début de cette année parce que ça utilise l'intelligence artificielle et ça de manière assez particulière. L'intelligence artificielle, on peut le définir comme étant un ensemble de techniques informatiques et algorithmiques qui visent à résoudre des problèmes complexes en simulant l'intelligence humaine. Donc c'est un ensemble de techniques algorithmiques qui veulent résoudre des problèmes complexes, donc plus difficiles que ce que peuvent faire des simples algorithmes, et ça en utilisant l'intelligence, en simulant l'intelligence humaine. Donc, pour mieux comprendre cette définition et ce que c'est l'intelligence artificielle, il faut essayer de mieux comprendre ce qu'est un algorithme. C'est une suite d'étapes qui permettent d'obtenir un résultat lorsque les étapes sont suivies correctement. Donc, des exemples d'algorithmes très simples, on peut dire qu'une recette de cuisine, c'est un algorithme, puisque si on prend en entrée les ingrédients et qu'on suit les étapes, on aura en sortie un plat qui sera toujours celui souhaité, quel que soit, indépendamment des talents culinaires de chacun. Dans le sens où si vous suivez une recette de gâteau au chocolat, vous n'obtiendrez jamais une quiche Lorraine, donc ça marche toujours. Et il y a aussi d'autres algorithmes qui sont plutôt mathématiques et plutôt utilisés en informatique que, que normalement tout le monde connaît. Quand on était en primaire, souvent on apprenait à poser des multiplications. Donc la méthode qu'on utilisait pour poser les multiplications, c'est une méthode, c'est un algorithme. Et on obtenait toujours un résultat qui était correct. Donc on obtenait toujours le produit de la multiplication de deux entiers. Mais du coup, pour en revenir à l'intelligence artificielle veut résoudre des problèmes plus complexes que ceux que je viens de énoncer. Et donc, il faut que les algorithmes soient un peu plus développés. Et donc, l'intelligence artificielle s'appuie surtout sur des fonctions mathématiques qu'on va entraîner de sorte à ce qu'elles puissent donner des solutions à des problèmes beaucoup plus complexes. Donc, on va voir un peu comment ça fonctionne avec ChatGPT. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui utilise un système, un modèle de langage. C'est-à-dire que le but, c'est de s'intéresser à la génération des mots. On a intégré à ChatGPT, on a donné à ChatGPT plusieurs informations, comme plusieurs données, une quantité extraordinaire de données, comme la totalité du Wikipédia anglais, de nombreux forums Internet, de nombreux livres techniques sur des sujets techniques et sur des sujets moins techniques. Et tout ça, ça représente qu'un petit pourcentage. Et on a fait en sorte de modéliser tout ça à l'aide de fonctions mathématiques. Et ensuite, on a entraîné ce modèle en utilisant des fonctions probabilistes. Et donc, le but de ChatGPT, c'est de compléter un groupe de mots par un autre mot en utilisant les probabilités possibles. Par exemple, le but de ChatGPT, c'est de compléter la phrase suivante. La capitale de l'Australie est, et bah, ChatGPT, grâce aux données qui ont été intégrées, va donner à 99% de chances Canberra. Pas parce que c'est la capitale de l'Australie, mais parce que dans les données intégrées, c'est l'information qui était le plus souvent reliée au mot capitale et Australie. Et en fait, dans ChatGPT, il n'y a pas vraiment de notion de vérité, c'est plus une question de probabilité. Et on peut voir aussi que quand on demande à ChatGPT de compléter la phrase la capitale de l'Australie est, et ben, il y a aussi comme proposition Sydney, parce que beaucoup de personnes font l'erreur. Et donc, Sydney est aussi proposé. Ce qui se passe, c'est que ChatGPT s'appuie sur cette technique pour pouvoir générer des mots qui sont cohérents. Et en faisant ça, on a remarqué qu'on pouvait aussi transformer ChatGPT pour que ça devienne un agent conversationnel. On peut l'entraîner avec des humains pour qu'ils puissent poser des questions à ChatGPT et que ce dernier puisse répondre. Et grâce à ça, on obtient le système qu'on connaît maintenant qui donne des réponses impressionnantes sur tout un tas de sujets. Ce qui est intéressant
de se demander, c'est en quoi ChatGPT et même les intelligences artificielles dans leur globalité, en quoi c'est différent de l'intelligence humaine et ça transcende d'une certaine manière l'intelligence. C'est pas intelligent, dans le sens où c'est pas sa propre intelligence, c'est que l'intelligence des IA et de ChatGPT en particulier, elle est conditionnée à l'intelligence, elle est conditionnée par l'intelligence humaine. Sans intelligence humaine, il n'y a pas d'intelligence de ChatGPT. Et en fait, on peut même pas dire que ChatGPT et les IA sont intelligents, c'est plus une simulation de l'intelligence humaine. C'est juste une simulation qui repose sur des statistiques, des probabilités. Il n'y a pas de notion de vrai, de vérité, de bien, de mal. C'est vraiment des fonctions mathématiques et des programmes informatiques. Pour tous ceux qui ont utilisé ChatGPT, vous avez sûrement pu vous rendre compte que que c'était un chatbot vraiment compétent sur de nombreux domaines et qui donnait des réponses vraiment exactes. Et donc, on peut l'utiliser pour plein de choses. On peut l'utiliser pour résoudre des problèmes de mathématiques, pour écrire des textes, pour écrire des algorithmes, pour avoir du divertissement. On peut lui demander de nous raconter des blagues. Elle simule un peu l'étendue des connaissances de l'être humain. Et elle est supérieure dans le sens où aucun être humain unique ne peut avoir autant de connaissances que celles générées par ChatGPT. Et en plus de ça, et souvent ChatGPT donne des réponses vraiment exactes. Donc souvent il y a des erreurs, même des fois des aberrations, mais quand il n'y en a pas, les réponses elles sont vraiment intéressantes et exactes. Et ça atteint une certaine perfection qu'on ne retrouve pas chez l'être humain. Et en ce sens-là, ChatGPT, ça dépasse un peu l'être humain. Et donc, on peut même se demander si ça dépasse l'être humain, est-ce que c'est pas un peu divin? Ça donne l'impression qu'il y a quelque chose de quasi divin ou qu'il y a des attributs qui donnent l'impression que ChatGPT sait tout, donc qu'il est omniscient. Oui. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Donc, généralement, quand il y a quelque chose qui nous dépasse, on parle de transcendance, quelque chose qui est au-delà de nous. Et ça, c'est les attributs classiques qu'on donne, On donne souvent à Dieu. à Dieu. Ouais. Mais pour qu'il y ait un rapport de foi, il faut aussi que nous, on lui fasse confiance comme un Dieu. Et je me demande si, en fait, d'une certaine manière, il n'y a pas un petit peu effectivement, de ça dans notre rapport avec ChatGPT, dans notre rapport avec la science et la technologie en général. Est-ce que la science n'est pas devenue un peu notre Dieu sans forcément qu'on mette le mot Dieu derrière? On voit qu'avec ChatGPT, il y a des choses qui ont l'air quasi divines, une sorte d'omniscience, voire de transcendance. Et c'est vrai que même si on ne sait pas comment, surtout si on ne sait pas comment c'est fait, ChatGPT, ça donne l'impression que c'est de la magie, tellement c'est efficace. Et même si on sait comment c'est fait, c'est quand même impressionnant. Et bien sûr, même si personne ne va imaginer consciemment que ChatGPT est un dieu, on sait bien que c'est quand même un programme, qu'il y a une entreprise derrière, etc. On peut avoir un rapport qui est de l'ordre du religieux avec cette technologie comme on l'a avec la science en général. Vous allez me dire, on a un rapport religieux avec la science? Est-ce qu'on n'a pas justement aboli la religion avec la science? Et je vous dirais que non, on l'a juste déguisé, on l'a juste maquillé dans notre rapport à la science et la technologie. Depuis des lustres, on a voulu que les divinités ou la magie ou les esprits nous aident dans la vie concrète, pour faire pleuvoir dans les champs, pour manger, pour vivre, pour ne pas tomber malade, être riche, puissant, être en sécurité et même faire sens de notre vie. Et ben, on faisait des prières, on s'adressait à l'esprit des ancêtres ou l'esprit de la forêt, aux dieux, etc. Mais aujourd'hui, en fait, d'une certaine manière, on a exactement les mêmes attentes, mais vis-à-vis de la science et de la technologie, qui remplissent les mêmes fonctions. On a l'agronomie avec tout un pan d'ingénierie et de chimie pour manger. On a la médecine pour nous guérir. On a plein de technologies pour être en sécurité et même dans le confort.
l'évolution, théorie scientifique. On a l'évolution comme théorie scientifique pour expliquer le sens de notre vie sur Terre. Elle n'a pas de sens, on est juste le fruit du hasard. Et maintenant, on a même une chatbox très performante qui répond à toutes nos questions de manière bienveillante et polie. Comment conquérir le monde pour le rendre meilleur? Ça, c'est une des choses que j'ai demandé à ChatGPT. Et il m'a dit, mais voyons, conquérir le monde, c'est pas très gentil. Ça peut amener la souffrance. Voici 8 pistes pour rendre le monde meilleur et s'impliquer sans violence. Donc, il y a même un aspect moral, en fait, dans ChatGPT. Et donc, encore une fois, c'est pas conscient, mais on a foi dans la science, comme on avait foi dans les esprits. Sauf que la science, ça marche un petit peu, quand même. Et ça marche même de plus en plus vite et de manière instantanée. Johanna qui nous disait, j'ai jamais utilisé le ChatGPT parce que je suis pas une flemmarde. Mais c'est vrai que voilà, on a de plus en plus de facilités qui nous demandent de moins en moins d'efforts. Et on ne le formule pas comme ça parce que ça marche, ça nous paraît évident que la science nous donne des solutions, voire elle peut nous sauver. Donc on lui fait confiance. Mais en même temps, les gens pensaient aussi, autant jadis, que les esprits, ça a marché et qu'on pouvait les trier, etc. Mais on est bien dans l'ordre de la foi vis-à-vis de la science et de la technologie parce que, d'une part, les gens, en règle générale, ne savent pas comment fonctionne la science et les différentes technologies. On nous vend juste un truc, on se dit, ah, c'est trop cool, ça marche à peu près. Mais d'autre part, la science, même la science moderne, c'est une entreprise de foi. Et ce que je veux dire par là, c'est que la science moderne, ça repose sur un certain nombre de présupposés qu'on ne peut pas prouver. Même si jusqu'ici ça marche, il y a un certain nombre de présupposés derrière la science moderne qu'on ne peut pas prouver. Ce qui fait que la science, c'est aussi une histoire de foi et de confiance dans le fait que les présupposés de la science sont vrais. Et en ce qui concerne ChatGPT, lui faire confiance, à un certain degré, pourquoi pas, mais on a besoin quand même de prendre vachement de recul sur les informations qu'il va nous donner, parce qu'il y a quand même pas mal de limites à son omniscience. Il y a quelques cas où ChatGPT a fait parler de lui parce qu'il a été très utile. Par exemple, j'ai vu un article passé il y a quelques temps sur quelqu'un qui avait une maladie. Ils n'arrivaient pas à trouver d'où venait sa maladie, donc ils ont tapé les symptômes sur ChatGPT. Et en croisant les informations, en fait, il a proposé une suggestion qui s'est avérée être la bonne solution et donc qui a permis un traitement de cette maladie qu'aucun médecin avait réussi à identifier. Ça, c'est cool en fait. On ne va pas cracher sur la soupe quand même de ce que ChatGPT permet de faire. Il a réussi à faire passer des examens c'était sous condition de test, mais les correcteurs ne se sont pas aperçus de ça. Et vous avez bien, dans vos réponses, vous avez bien remarqué que ça pouvait aider quand même. On arrive aussi à détecter que ChatGPT a été utilisé pour des devoirs, donc attention, bande de petits tricheurs. Mais j'avais vu aussi passer un article dans l'actualité où il y avait des livres qui avaient été écrits par des IA, style ChatGPT, vendus sur Amazon, parce que quand même c'est pratique de faire écrire un livre à une IA, et notamment des livres sur des champignons. Sauf que vous imaginez bien, les champignons, c'est en fait pas tout à fait anodin. Si on se trompe, et en l'occurrence les livres se trompaient, et ben ils se trompaient sur la toxicité des champignons. Donc ça pouvait devenir dangereux. Donc on ne peut pas trop faire confiance à ChatGPT parce que les réponses qu'il nous donne ne sont pas la vérité. C'est guidé par une question de plausibilité statistique. Et vous avez peut-être vu passer aussi d'autres articles qui relayaient comment ChatGPT s'était bien planté. Et en fait, potentiellement, ChatGPT peut raconter n'importe quoi, mais il va le faire de manière plausible et crédible. Parce que comme Noémie nous l'a dit, ChatGPT, c'est un modèle d'autocomplétion. Ça complète les mots de manière statistique. Donc, ce qui fait que la plausibilité vient du corpus qui lui a servi de base. Et même après ça, il y a eu un apprentissage continu en fait dans ChatGPT. Et l'entreprise qui est derrière ChatGPT va corriger les réponses qu'il donne en fonction de plein de choses. Par exemple, elle ne veut pas m'aider à conquérir le monde,
parce que en fait, la législation en vigueur que l'entreprise veut respecter interdit d'avoir des propos haineux, violents, etc. Donc, il y a tout un reparamétrage, un réapprentissage de ChatGPT pour qu'il ne donne pas ce genre de informations. Je crois que c'est une IA développée par Microsoft. Elle était complètement partie en vrille parce que souvent dans les IA, et c'est le cas de ChatGPT par exemple, il y a un modèle de correction de l'utilisateur où vous générez plusieurs réponses à la même question et à chaque fois il vous demande est-ce que vous avez trouvé ça utile. Mm. Mais sauf que c'était beaucoup trop avancé, évolué ce mécanisme-là chez, euh, chez le truc de, je crois que c'est Microsoft, je suis plus sûr. Ce qui fait que, en fait, on pouvait hacker le truc et lui faire apprendre des choses antisémites, par exemple. Donc l'IA était devenue complètement nazie parce qu'elle avait été trollée par ses utilisateurs. Voilà, c'est plus safe avec ChatGPT quand même. Mais encore une fois, ChatGPT, il n'est pas guidé par le souci de la vérité. Au pire, il va donner une réponse fausse mais crédible et plausible. Au mieux, il va donner une réponse vraie mais qui va être consensuelle parce que ça va être la plus commune, la réponse la plus commune parmi toute la documentation qu'il a ingurgitée sur un sujet. Donc, on aura difficilement mieux que Wikipédia, mais on l'aura de manière interactive et sans jamais savoir si ce qu'il dit est vraiment vrai ou pas. Donc, d'une certaine manière, ChatGPT, c'est une image de l'homme, mais orientée par une entreprise qui veut faire du profit. Donc, dit comme ça paraît stupide de faire confiance à ChatGPT, de mettre sa foi en ChatGPT, mais d'une certaine manière, on ne se dit pas comme ça, je mets ma foi en ChatGPT, c'est mon Dieu, et tout ça, mais on le fait quand même. On fait confiance à ChatGPT parce que c'est vachement bien fait, c'est pratique, et comme ça, tranquillement, on est en fait de plus en plus dépendant de nos technologies. On ne peut pas se passer des réseaux sociaux parce que rien d'autre ne nous permet de sécréter autant de dopamine que de scroller derrière Insta ou TikTok ou ce que vous utilisez. On n'a plus le sens de l'orientation parce qu'on utilise notre GPS dès qu'on veut se déplacer quelque part. Eh ben, on ne réfléchira plus parce que ChatGPT nous donnera toutes nos réponses de manière plaisante et agréable. Donc, pourquoi on fait ça? Pourquoi on se laisse être dépendant de tout ça? Je trouve que c'est assez fascinant, cette tendance qu'on a de ne pas pouvoir s'empêcher de mettre notre foi dans quelque chose qu'on a créé, même si on est le plus grand sceptique matérialiste du monde. Et en l'occurrence, on met notre foi dans le produit demain, dans ce qu'on se fabrique, dans notre intelligence collective humaine, mais c'est quand même ce qu'on se fabrique avec toutes les qualités, mais aussi les failles de notre création. Et ça, en fait, c'est amplifié dans les technologies, parce qu'il y a un gros développement technologie ces dernières décennies, mais c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Et c'est quelque chose que la Bible dénonce, par exemple, dans quelques chapitres du prophète Ésaïe. Ésaïe, c'est un gars qui a écrit un livre de la Bible qui est assez costaud. Je ne vais pas vous le lire parce que c'est assez grand et dense, mais je vous en fais un résumé. Vous avez ça, chapitre 44 et quelques chapitres autour d'Ésaïe, où en gros, le prophète qui parle pour Dieu dénonce le fait que les gens adorent des bouts de bois auxquels ils ont donné une certaine forme. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Bible les idoles. Et le prophète, il remarque qu'avec ces mêmes bouts de bois, eh ben, il se chauffe. Et donc, il dit, c'est un peu stupide d'adorer ses propres créations, des bouts de bois, qui sont sourdes, aveugles et muettes. Et donc, se chauffer, oui, c'est utile, mais les adorer, pas ouf, quand même. Et à la fin du passage, le chapitre 44 que j'évoque, Dieu, il est même un peu vénère, et il dit, je vais vous rendre aveugle et sourd. Autrement dit, je vais vous rendre aussi inerte que les bouts de bois que vous adorez. Et il me semble qu'il y a quelque chose à écouter par rapport à ChatGPT et au rapport aux technologies qui nous permettent d'avoir tout passivement et sans effort. Si on se met à dépendre de ChatGPT, à attendre des réponses toutes faites,
à ne plus réfléchir, à être passif dans notre quête de sens, de réponse, eh ben, on ne va plus réfléchir et on va être finalement aussi intelligent que ChatGPT, dont on a vu qu'il n'était pas si intelligent que ça. Maintenant, je n'ai pas répondu à la question pourquoi est-ce qu'on met notre confiance dans tout et n'importe quoi, et pas si n'importe quoi, parce que c'est quand même efficace, toutes les technologies. Et je crois que Blaise Pascal a une petite piste de réponse pour nous faire réfléchir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Blaise Pascal. C'est un nom connu, même si vous n'avez pas lu. Normalement, au lycée, vous avez dû entendre parler de ses pensées en littérature. Et si vous avez fait des maths, vous avez, j'imagine, forcément entendu parler de Blaise Pascal, parce que c'est un grand mathématicien, un des pionniers des probas. On me fait oui dans l'instant. Et comme tous les mathématiciens de cette époque, c'était aussi un touche-à-tout, philosophe, etc. Presque tous ces pionniers de la science moderne, il était chrétien. Et sa démarche scientifique était intimement liée à sa foi en Dieu. Et il a aussi écrit, à côté de ses traités mathématiques, ses pensées, ses fameuses pensées liées à sa foi en Dieu et qui ont été compilées dans ce livre que j'ai sous la main. Parce que pourquoi pas. Je l'avais dans ma bibliothèque. Je me suis dit, c'est l'occasion de me la péter un peu et de citer un livre de ma bibliothèque. Et donc, il nous dit, qu'est-ce qui nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes recherchant des choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Lui seul est son véritable bien, et depuis qu'il l'a quitté, c'est une chose étrange qu'il n'y a rien dans la nature qui n'était capable de lui en tenir place. Astres, ciel, terre, éléments, plantes, choux, poireaux, animaux, insectes, veaux, serpents, fièvres, peste, guerre, famine, vice, adultère, inceste, etc. Et depuis qu'il a perdu le vrai bien, donc depuis que l'homme a perdu le vrai bien, tout également peut lui paraître tel, jusqu'à sa destruction propre, quoique si contraire à Dieu, à la raison et à la nature tout ensemble, etc. En gros, c'est la pensée 425 dans mon édition. Ça change dans l'édition, mais souvent on le résume, ce qu'il vient de dire, de manière approximative. Il y a dans le cœur de l'homme un trou en forme de Dieu qui ne peut être rempli que par Dieu. Alors, vous avez vu là, vous avez peut-être, c'était rapide, il parle plutôt de gouffre infini. On a perdu quelque chose de Dieu comme un gouffre infini qui ne peut être rempli que par un objet infini, Dieu lui-même. Et donc, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il développe l'idée que puisque on a mis notre foi dans plein d'autres choses finies et matérielles, plutôt que ce Dieu infini, eh ben, c'est-à-dire qu'on a un grand vide en nous et il n'y a rien qui est capable de le remplir. Et avec quoi est-ce que vous essayez de remplir votre gouffre infini? Si c'est pas ChatGPT, je suis sûr qu'il y a autre chose qui souvent, ça peut prendre la forme de la foi, d'une religion, peut-être d'une cause à défendre, de relations, ou juste de binge-watcher Netflix tous les soirs. Mais ça nous laisse insatisfaits, n'est-ce pas? Et cette insatisfaction, et si c'était le signe qu'on avait besoin de Dieu, pas n'importe quel Dieu, mais du Dieu infini, qui est vraiment omniscient, contrairement à ChatGPT, qui a une vraie volonté, qui sait ce qui est juste et bon. Et donc, quitte à avoir une foi, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, pourquoi ne pas considérer le fait qu'il y a ce Dieu en qui on peut vraiment faire confiance parce qu'il est omniscient, omnipotent, tout puissant, et qui, en plus, veut entrer en relation avec nous. Par contre, il veut qu'on soit intelligent, donc il nous donne peut-être pas des solutions toutes faites, rapides et immédiates. Il me semble que ce Dieu, c'est celui qui se présente dans la Bible, mais là, ne me croyez pas sur parole. Si ce que je vous ai dit est vrai, pourquoi ne pas découvrir par vous-même ce Dieu en lisant ce livre, la Bible, et ensuite venez en discuter avec nous au GBU.
notre association qui organise cette soirée, et groupe biblique universitaire et lycéen. Comme je vous ai dit en introduction, on est une association qui organise des discussions autour de la Bible, ouvertes à tous les étudiants de tous arrière-plans religieux et philosophiques. On n'est même pas obligé d'être d'accord tant qu'on discute dans le respect des convictions de chacun. Et vous avez dans la plupart des campus un groupe qui se réunit régulièrement, dont vous pouvez trouver la liste sur gbu.fr, le site des GBU. Et en tout cas, on veut vraiment vous encourager à vous poser la question. Et finalement, le Dieu de la Bible, pourquoi pas? À vous faire une idée par vous-même en lisant, par exemple, un évangile, un des livres qui raconte la vie de Jésus. Et si le cœur vous en dit, en discuter avec un groupe de discussion autour de la Bible sur votre campus.